Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le scanner du Kavi Média, le média du développement. Nous sommes mardi 10 octobre 2023 avec toute l'équipe. Nous vous accompagnons jusqu'aux portes de 10h30 dans cette émission de débat constructif qui vous permet de comprendre l'actualité sur toutes ses formes. Au menu de ce mardi, c'est sans nul doute l'une des décisions judiciaires les plus surprenantes depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir. Qui l'aurait cru? Affaibli par la maladie, l'honorable Amadou Damaro Camara, après sa comparution hier lundi, vient de bénéficier d'une liberté conditionnelle. L'ancien président de l'Assemblée nationale rejoint enfin sa famille malgré plusieurs restrictions liées à cette libération, notamment ne pas sortir des limites territoriales de Conakry, remettre ses documents et autres titres de voyage au greffe de la Cour, éviter toute communication de nature à compromettre la procédure par quelque moyen que ce soit et se présenter régulièrement aux audiences. Cette première comparution de l'ex-président de l'Assemblée nationale depuis sa détention il y a un peu plus d'un an lui a permis de sentir pour l'heure le parfum de la liberté, poursuivi entre autres pour des faits de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption dans le secteur public et privé, prise illégale d'intérêts et de complicité. La CRIEF a-t-elle pris son courage à deux mains pour ne dire que le droit? Nous passons au paye fin ce dossier qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et puis il est désormais interdit au cadre du RPG Arc-en-Ciel de prendre la parole et de se prononcer sur des sujets d'ordre sociopolitique. C'est une décision du bureau exécutif du dit parti annoncée lors de son assemblée générale samedi dernier. La direction nationale du parti évoque le souci de rétablir en son sein une discipline rigoureuse et menace même de sanctionner les membres qui tenteraient de violer cette interdiction. Mais que cache-t-il derrière cette censure? Nous essayerons de comprendre dans cette émission. Et pour un retour à l'ordre constitutionnel, les autorités de la transition ont demandé 6 000 milliards de francs guinéens, jugés colossal par des observateurs. Et face à la récession économique, le CNRD pourra-t-il, dans le temps imparti, mobiliser toutes ces ressources pour dérouler les 10 étapes clés de la transition? Ne me prenez pas au mot, il faut le dire, mais si nous devons faire un calcul mental sans équivoque, les 5 000 milliards des banques primaires plus les 40 000 milliards annoncés par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation sont nettement proches de la moyenne pour celui qui veut un retour rapide à l'ordre constitutionnel normal sans vouloir trouver de pouls sur un crâne rasé. Une transition a-t-elle pour priorité le développement ou le retour
à l'ordre constitutionnel. Pourquoi engager les 5 000 milliards dans d'autres activités si la volonté d'organiser au plus vite les élections était vraiment la priorité des priorités? Comme invité, nous recevons M. Mohamed Lamine Kaba. Il est le président du Parti Fidèle. C'est le menu très alléchant de ce mardi. Installez-vous confortablement. Tout à l'heure, nous lançons les hostilités. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Et voilà parti sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous nous regardez sur Facebook, sur notre page officielle, groupe Kavi Média. Merci de votre fidélité. Vous nous regardez sur StarTime, canal 500. Vous avez fait le meilleur choix. Vous nous écoutez sur la 89.5, votre fréquence de prédilection. Vous êtes sur Kavi FM. Vous nous suivez via notre site d'information siaminfo.com. Merci d'y rester et surtout laissez vos différentes réactions. Nous nous ferons le plaisir de les relayer ici même en direct dans cette émission. Il est avec moi à ma droite déjà très bien habillé ce matin, comme chaque jour d'ailleurs. Ali Badara Kila, bonjour. Bonjour l'original des photocopies, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à la Guinée où Grand P fait le branding comme quoi on était un paradis, où la jeunesse, les jeunes sans emploi sont aussi nombreux que les fonctionnaires en République de Guinée. Bienvenue dans le paradis où jusque-là on peine à nous construire des infrastructures. Bienvenue dans ce paradis où Grand P fait le branding plus que notre branding qu'on a connu. Oui, mais sérieux, bienvenue, bienvenue dans ce paradis où il y a assez de radinerie et l'injustice bat son plein. Bien. Nous voulons un paradis comme l'on a connu et nous avons la ferme estime que ça va passer, un jour ça ira, parce que cette république tant chouchoutée, elle reste la nôtre et personne ne peut la prendre et aucun seigneur sacrificateur ne saura la prendre. Préservons cette république et surtout allons avec la paix parce que c'est ça l'essentiel. Bien, comme on l'annonçait, on va aller avec ce premier sujet. On parle de cette décision courageuse de la CRIEF, tant critiquée, il faut le dire. Même dans cette émission, on a quand même dit que cette CRIEF n'avait plus le temps de s'assumer. Aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est un rétropédalage, qui ne dit pas son nom. Honorable Amadou Damaro Camara bénéficie d'une liberté conditionnelle. Qui l'aurait cru, Akil Ali Badara? Si on était dans un monde où l'espoir avait foutu le camp, et aujourd'hui on ressent la surdose, et parce que ce qui s'est passé, moi personnellement, moi qui avais l'habitude de tirer à boulet rouge sur cette institution, hier j'ai perdu mes mots. Je n'avais pas de propos à insinuer parce que ce qui arrive, on veut que ça arrive. On veut que la justice soit indépendante. Pour la toute première fois dans l'histoire de la création de cette CRIEF, c'est une première que le seigneur des poursuites reste sans piper, sans interjeter le procureur très spécial. Ali voilà, très spécial. Pour la toute première fois, on voit le juge, je crois Zoumanigui, prendre son destin à main, redorer le blason de cette justice, ramifier, voilà, cette justice tant décriée avec cette boussole perdu aujourd'hui, boussouflé, mais qui est en train de revenir à de meilleurs sentiments. Moi, je dis que ça devait arriver. Parce que Damaro, vous n'êtes pas sans savoir, certes, il était malade, mais il s'est bien préparé. Il s'est très bien préparé pour venir affronter cette institution qu'est la CRIEF. Et aujourd'hui, tombant dans de bonnes mains, l'ange qui était là, cet ange bien installé, cet ange de paix, a de le situer ainsi.
Et aujourd'hui, Damaro, il est libre. Il est venu défendre son honneur. Oui, Akila, si tu me permets, on va aller avec ce reportage réalisé par la rédaction politique du groupe Kavi Média, parce que c'est aussi ça qu'il y a. Nous sommes les premiers sur les infos, et on a quand même, on avait eu de l'autre côté Amara Bangoura qui a suivi pour nous cette audience. On va d'abord revenir sur l'audience. Pourquoi pas voir un peu la température qui règne, l'atmosphère qui y règne, et juste après revenir pour les commentaires, parce qu'il faut le dire que Damaro était vraiment venu pour laver son honneur, sauver, soigner son image, sa dignité qui était quand même foulée au sol à un certain moment, parce qu'il était accusé de tous les maux, de tous les maux qui ont gangréné la gestion de l'Assemblée nationale, de la 9e législature de l'Assemblée nationale guinéenne. On suit ce reportage réalisé par Amara Bangoura, et derrière on revient pour les commentaires. Amadou Damaro Camara comparait avec l'air bien portant, mais il a choisi de répondre aux questions de la Cour avec la position assise. Aussitôt permis par le juge audiencier, l'ancien président de l'Assemblée nationale a voulu rassurer de n'avoir jamais refusé de venir affronter la justice de son pays. Au fil de souvent mes lectures, j'ai lu quelque part que quand tu perds l'argent, tu n'as rien perdu. Quand tu perds ta santé, tu as perdu quelque chose. Mais quand tu perds ta réputation, tu as tout perdu. Monsieur le Président, qu'il vous plaise que je vienne aujourd'hui pour défendre mon honneur. Sur les 15 milliards dont il est accusé de détournement par l'agent judiciaire de l'État, l'ex-parlementaire nie en bloc cette charge avant de dérouler l'utilisation de cette manne financière pour la construction de l'Assemblée nationale sur le site directionnel de Koloma. L'utilisation des 15 milliards ne relève même pas de la comptabilité. Excusez-moi l'expression, mais d'une équation arithmétique digne de l'école primaire. 6 milliards étaient dans le compte, 3 milliards ont été payés sur le site, ce qui fait déjà 9 milliards. Les 6 autres milliards ont été utilisés dans le paiement des primes de vacances des députés en 2021. Sur le conseil de ses collègues se défend Amadou Damaro Camara. Il reproche à la CRIEF d'être resté pendant 18 mois sans se munir des pièces justificatives des dépenses de la SEG et de l'EDG, des dépenses intervenues dans les travaux sur le site auprès de la Banque centrale. Autres charges pour lesquelles il est poursuivi sont entre autres enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption dans le secteur public et privé, prise illégale d'intérêts et complicité, des charges dont il a juré ne pas être concerné. Que c'était un coup de balai réussi par les avocats, les conseils de Amadou Damaro Camara. J'étais vraiment touché après avoir vu ce élément hier. C'est vrai qu'on ne doit pas être frappé par l'émotion, mais les premières phrases, les premiers mots prononcés par cet ancien député, ce député à vie, j'aime le dire, m'ont vraiment touché. Vous savez, il a relaté quand même un passage qui est très important. Le fait de dire si nous perdons l'argent, nous n'aurons rien perdu. Si nous perdons la santé, nous avons un peu perdu. Mais si nous perdons notre dignité, notre honneur, nous avons tout perdu. Il avait quand même ce devoir de venir soigner son image, son honneur, défendre son honneur et sa dignité. Parce que tout ce qui lui restait, c'était ça. Ça ou rien. Parce qu'il faut le dire, quand même à un certain moment, c'était Amadou Damaro Camara. C'était, après Alpha Condé, c'était lui qui devait prendre les destinées de ce pays. Pauvre Guinée, que ça arrive, je pense qu'un membre du gouvernement a quitté pour l'heure la maison centrale de Coronti. Vous savez, l'histoire de ce pays, elle est morose. C'est une histoire obstruée, une histoire sombre. Nous sommes dans l'obscurantisme. Le peuple doit se pardonner. C'est l'essentiel. Ouais, le pardon. Parce que quand vous suivez Honorable Damaro, qui jouissait
de toutes ces largesses du pouvoir hier, Oui. qui était un homme imbattable, Oui. qui avait fait capoter beaucoup de choses. Oui. Si l'on se rappelle de l'histoire de cet homme qui a été le premier à dire que c'est des bandits qui manifestaient sur l'axe. Oui. Donc il faut venir avec des armes. Oui. Prêtez-moi cette expression tautologique. Oui. C'est dommage. Oui. C'est regrettable. En tout cas, je me suis senti peiné à l'entendre parler. Oui. La République de Guinée est une république de frustrés. La frustration, elle est galopante. Cette frustration dans laquelle nous vivons, les uns et les autres doivent se pardonner. Parce que quand j'ai suivi avec intérêt cette sortie de l'honorable Amadou Damaro Camara, qui parle aujourd'hui de la dignité. C'est vrai, il faut défendre sa dignité. Oui. Il faut défendre son honneur. Qu'on vous reproche de tout, mais qu'on ne vous reproche pas d'être un homme qui a foulé ou qui a vendu sa dignité au diable. Oui. L'ACRIEF, Ali Touré, c'est un jeune. C'est un jeune magistrat, pour ne pas dire procureur déjà d'abord. Il doit comprendre une chose. Si vous n'avez pas de preuves palpables, de preuves tangibles pour épingler vos accusés, il faut avoir l'élégance, Oui. cette courtoisie de leur mettre, même si c'est en liberté provisoire. Oui. On n'avait pas assez demandé. On sait ce qui s'est passé au temps du régime d'Alpha. Oui. Nous sommes tous unanimes qu'il y a eu des détournements. Mais ce n'est pas seulement de venir accuser ces personnes. Oui. Il faut aussi venir avec des preuves palpables pour que les personnes soient inculpées. Évidemment. Évidemment. Mais aujourd'hui, de l'autre côté, je veux parler de l'opposition. Ils étaient tous dans la même logique, comme quoi c'est des gens, pour ne pas aussi utiliser ces propos inappropriés, parce que, quel que soit quoi, c'est des cadres, des anciens cadres de la République qui méritent respect Et et considération. considération. Oui. Mais est-ce que nous allons continuer dans ce même sens? Est-ce que nous allons accepter de se frayer ce chemin interdit? Et si nous transgressons tous les interdits de Dieu, nous serons un peuple misérable. Il faut éviter cela. Et Ce n'est il pas faut important. éviter cela. Oui. Damaro aujourd'hui est libre provisoirement. Nous prions et nous demandons encore une fois de plus au juge Zoumanigui de continuer dans ce sens. Il faut le féliciter. Et surtout le féliciter parce que ça c'est un courage. Ouais. Un juge appartenant aujourd'hui à un régime militaire étriqué de tous les noms. Un régime aujourd'hui qui est accusé d'ailleurs de vouloir sacrifier la vie humaine de ces personnes. Si ce juge aujourd'hui a décidé ainsi, pourquoi ne pas le féliciter? Il faut l'en féliciter. Et C'est surtout important. à ces sirènes dévastateurs, Non, révisionniste. non, révisionnistes, voilà, qui vont essayer de mettre ou de le clouer à pilori. Nous leur demandons aussi de rester calmes, De se calmer. C'est de se important. calmer, parce que là est loin d'une partisanerie. Bien. C'est pas la tête de Damaro il faut voir, c'est pas la tête des Kassory il faut voir, mais il faut voir la République. Ouais. Avec combien d'assassinats, avec combien d'injustices perpétrées. Cette République n'a connu que des histoires moroses. Ouais. Nous voulons que ça change. Il faut que ça Et change. si la CRIEF, la justice, décide aujourd'hui de se réveiller, moi, Akila, je perds mes mots, je dis que c'est bon Bien. ce qui se passe. Nous voulons être dans une république, pas que paradisiaque, mais une république que nous allons laisser, que ça soit une république aussi jeunette qu'on a tant souhaité, parce qu'après cette transition, il y aura un autre pouvoir. Rentrons bien dans les annales de l'histoire. Merci important. une fois de plus au juge Zoumanigui d'avoir pris son destin en main. Bien. Et au procureur Ali Touré, de nous chercher et nous trouver des preuves. Sinon, sans quoi, il faut aussi
penser au Kassori Ça pour y va ne pas... de la voilà, dans son intérêt. Crédibilité même exact, de la CRIEF. crédibilité. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est une CRIEF étiquetée. Évidemment. On l'accuse même d'être militant ou d'être en soutien du régime. Ouais. Nous ne voulons pas que ces cadres soient servis de cobayes. Ouais. Que la CRIEF se réveille, que le procureur aussi continue de chercher ses preuves. Bien. Nous voulons ça dans cette République. Quand c'est bon, il faut l'apprécier. Ça y va avec. Bien. Yaya Diallo qui nous rejoint déjà sur ce plateau et dans ce studio. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Ça n'a pas été facile, mais c'est aussi ça qu'on a créé la circulation. On parle de ce sujet, la CRIEF, qui pour une première, s'il faut le dire, dit la vérité, dit la justice, pas la vérité, mais ose dire le droit dans cette affaire et accorde une liberté conditionnelle. Parce qu'il faut le dire, c'est aussi inscrit dans nos textes de loi. Si nous n'avons pas assez de preuves, si nous sommes dans la quête de preuves, il est aussi important de laisser celui qui est l'accusé ou le présumé auteur se retrouver dans une résidence surveillée ou bénéficier d'une liberté conditionnelle. D'abord, vous avez suivi cette actualité. Hier, vous avez suivi l'audience jusqu'au délibéré. Aujourd'hui, que pensez-vous de cette CRIEF et de cette décision que je peux dire entre griffes historique pour Amadou Damaro Camara? Écoutez, bien avant qu'on touche ce point-là, je crois que, disons, l'incompétence, si vous me permettez, de cette CRIEF-là, il est avéré il y a de cela longtemps. Nous sommes de ceux qui pensent que la CRIEF devrait quand même être renforcée du point de vue compétence, voire même du point de vue professionnalisme, puisque on ne peut pas quand même mettre des gens en prison après plus d'une année et se mettre à la recherche d'une quelconque preuve. Et à l'évidence, aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de voir au niveau de la CRIEF. Cette CRIEF-là, c'est vrai que s'il y a l'unanimité, disons, que tous les acteurs politiques ont partagé, c'est la mise en place d'une telle cour de justice, parce que nous le savons très bien et ce n'est secret pour personne que la gabegie financière et le détournement, c'est des éléments qui ont caractérisé la gouvernance des Condé. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se leurre sur cette question-là. Il y a eu des détournements, il y a eu une véritable bradage nationale dans ce pays-là. Et je crois que cette question-là, il faut qu'on soit d'accord que la CRIEF, que ça soit le président Doumbouya ou notre président, on en a besoin, pas que sous Condé, mais sous presque tous les régimes. On a ici des dirigeants qui ont pris la Guinée comme une propriété privée. Et je crois que c'est important. Et vous voyez très bien qu'à un certain niveau, les gens dans les différents ministères, dans les différentes institutions, ils en font une entreprise unipersonnelle. Donc je crois que c'est important qu'on sonne le glas et qu'il y ait des institutions indépendantes, compétentes, qui peuvent à un certain niveau, disons, dire le droit. Oui, mettre fin à ce désordre-là. Oui. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on a suivi un Damaro qui, à mon avis, n'a pas changé d'iota. Il est quand même affaibli par la maladie, c'est visible. Non, mais c'est ajouter aussi la vieillesse. Oui, la vieillesse aussi. Vous avez vu, c'est pas le Damaro qu'on a connu il y a quelques années. Oh, mais c'est ça aussi, c'est les effets de la prison, la vieillesse aussi, parce que c'est, voilà, donc c'est les anciens, ça, en fait. Les Damaro, c'est au-delà de 110 ans, c'est ce qu'il faut comprendre aussi. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a plus de l'âge. Ajouter à cela aussi l'immobilisme au niveau de la prison. Je crois que l'ensemble, cet ensemble a fait qu'aujourd'hui, avec les soucis aussi parallèles, vous imaginez l'introduction qu'il a pu faire au niveau de cette audience, en rappelant un peu, disons, la perte de l'argent, disons, de la santé, ensuite de la réputation. Et je crois que ces équations, disons, qu'il a essayé de soulever, disons, ces éléments comparatifs qu'il a voulu justement mettre en évidence, je crois que c'est important de le rappeler que s'il est avéré que Damaro n'a pas détourné de l'argent comme cela a été mentionné, je crois qu'il est en prison, c'est à cause de cela. Et je crois que c'est important. C'est des acteurs politiques qui ont je crois que c'est un secret pour personne. On le sait très bien qu'au soir de la fin du règne du président, du professeur président, on le savait très bien qu'il y avait 3 personnalités au niveau du serra résidentiel qui caressaient l'idée des rêves présidentiels. Donc Damaro était constitutionnellement le proche
donc d'être président, au cas où, si on constatait l'incapacité du président Condé d'exercer ses fonctions présidentielles. Donc il avait ces rêves-là, c'est pourquoi il a tout fait, il a fait flèche de tout bois pour qu'il soit au niveau du perchoir. Il y avait l'ancien ministre de la Défense nationale qui voulait être aussi, il y a le Kassouri Fofana, donc ces trios-là. Et quand ils entendent, parce que vous savez, la meilleure façon d'éliminer un homme politique, c'est quand on l'acquiert ces armes de sorte-là. Ouais. Vous devenez de facto sous les yeux de l'opinion comme étant un voleur. Sous le fait des critiques. Oui, un voleur de la République. Donc je crois que si cela n'est pas avéré, il appartient à la justice, notamment à la CRIEF, de prendre sa responsabilité. Yeah. Et j'estime qu'il a rappelé un fait qui me semble être assez important, c'est que quand il s'agit de gestion, disons, de gestion économique, de gestion financière, pour ainsi dire, il appartient d'abord à l'État de diligenter ce qu'on appelle des audits. Je crois que c'est ce qu'il fallait faire avant qu'on engage une quelconque procédure judiciaire avec des qualificatifs qui dénotent encore une fois, disons, qui frisent même, disons, le sabotage ou disons enfin. Ça consiste à discréditer, à décrédibiliser de personnalités. C'est ce que ça sous-entend. Je ne suis pas en train de dire d'emblée qu'il n'y a pas... Parlant de cette liberté conditionnelle, oui, puisqu'on n'a pas assez de temps, aujourd'hui, est-ce que vous pensez ou vous estimez que la CRIEF, pour une fois, a accepté de se défaire de toutes ces critiques et dire le droit, accepter au moins que des détenus à la maison centrale qui sont dans des poursuites judiciaires, qui sont face aux poursuites judiciaires, puissent rentrer chez eux, ne serait-ce que pour des libertés conditionnelles? Est-ce que c'est un pas? Je ne saurais le dire. C'est une chose que, à mon avis, le dossier, on n'a pas touché le dossier en profondeur. Peut-être au regard de l'exposé que l'honorable Damaro a pu faire, au regard de certaines explications qui me semblent être claires, puisque des dossiers, disons, des documents existent, des traces existent quand ils parlent de ces chèques qu'ils ont donnés au niveau de la SEG, quand ils parlent de ces chèques qu'ils ont délivrés au niveau de l'EDG, quand ils parlent de ces 1,8 milliard qu'ils ont donnés aux partenaires donc, chinois pour essayer encore une fois d'aménager le site, etc., etc. Je crois que il avait fait ce qu'on appelle il avait déduit cela à 3 milliards. Il parle encore de paiement des primes de certains députés à l'époque, il a cité. Effectivement, et je crois que quand il avait fini d'expliquer cela, en attendant que cela soit, vérifié, que cela soit vérifiable, je crois que sur ces 15 milliards-là, et il avait rappelé ici, c'est sur la base des dénonciations anonymes. Je crois qu'il faut que ça cesse dans notre pays-là. Ouais. Et ça dénote encore une fois le manque de sérieux dans la poursuite d'un certain nombre de dossiers. Il faut qu'ils les en arrêtent sur la base d'une dénonciation anonyme ou individuelle qu'on essaie encore une fois de mettre le crapin ou d'accuser de toutes sortes de personnalités dans notre pays. Même si, il faut le rappeler et insister, si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que ces gens-là n'ont pas pris les responsabilités et c'est des gens qui ont déversé, disons, dans la haine ethnique et dans la gabegie financière, dans le laisser-aller et dans l'irresponsabilité totale. Il faut l'insister, insister là-dessus. Donc, loin de tomber dans ce qu'on appelle la réjouissance, nous parlons de cette actualité où nous allons suivre de très près ce dossier en attendant que la CRIEF puisse, ou les conseils de M. Amadou Damaro Camara puissent prouver ça. Pourquoi pas, de l'autre côté, prouver son innocence, ou à la CRIEF de prouver sa culpabilité. On attend de voir le dernier verdict. Mais pour l'heure, Damaro a rejoint sa famille et c'est l'information du jour. On se tourne vers cette autre actualité, le RPG Arc-en-Ciel. Il faut se poser des questions qui... En tout cas, se lance dans une censure qui ne dit pas son nom, la prise de parole sur des sujets d'ordre sociopolitique interdite par le bureau exécutif du dit parti. L'annonce a été faite ce samedi même à Conakry lors de son assemblée générale hebdomadaire. Yaya Diallo, on a suivi
suivi aussi cette actualité. Aujourd'hui, on se pose des questions sur ça, à savoir qu'est-ce qui se cache-t-il derrière cette information. Aujourd'hui, pourquoi le RPG se plonge dans le blackout total, dans du bouche cousue? Pourquoi c'est maintenant que le RPG ne veut plus prendre la parole sur des questions d'ordre sociopolitique? Pourquoi c'est maintenant? Et ça coïncide. Samedi, c'est cette prise de parole du RPG Arc-en-Ciel. Lundi, je ne peux pas faire de pont. C'est la libération conditionnelle du président Amadou Damaro Camara, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Oui, ça soulève des interrogations. Ouais. C'est pas une coïncidence calendaire, il faut le dire. C'est pas du hasard. Et d'ailleurs, le hasard n'existe pas en politique. Jamais. Tout est calculé. Comme on le dit souvent, j'aime le rappeler dans cette émission, tout n'est pas politique. Mais attention, la politique, elle se mêle à tout. Hein, lui disait quelqu'un. Ouais. Ça peut être une condition. Peut-être, je crois que j'aurais même appris, il y avait des tractations il y a de cela longtemps. Ouais. Et ça surprend tout le monde, hein, c'est cette liberté conditionnelle. Évidemment. On verra très bien la suite, puisque de toute façon... Et bientôt jeudi, il est important d'inquiéter de ce côté, hein, de savoir qu'est-ce qui a réellement prévalu à cette décision. Parce qu'en politique, tout ce qui est dit, tout ce qui est affirmé, tout ce qui est fait, derrière, il y a des intérêts. Absolument. Forcément. Oui. L'homme politique ne prend pas des décisions comme les hommes ordinaires. Diallo, de ce côté, le RPG Arc-en-Ciel, c'est un grand navire. Pourquoi si le RPG Arc-en-Ciel interdit à ses cadres de parler de l'actualité sociopolitique? C'est parce qu'il y avait quelque chose qui s'est tramé. Ouais. Donc, je crois que le MPG était dans l'anticipation. On ne peut pas coller quand même à la libération de Damaro. J'estime que le RPG était dans l'anticipation, c'est-à-dire qu'il savait que cela allait intervenir. Donc, il fallait intervenir. Il fallait, disons, prévenir ces cadres-là pour opposer toute fin de non-recevoir, disons, vis-à-vis de la presse. Enfin, toute prise de parole publique, naturellement, pour commenter ces arts de situation. Mais j'estime que certainement les jours à venir, on en saura davantage sur ce qui se passe. Et je crois que si c'est dans le cadre de l'apaisement, nous sommes entièrement d'accord. Encore, il faudrait que cela, disons, respecte encore une fois la logique. La logique voudrait que, si il est évident que ces gens-là sont coupables de vol, de détournement et autres, que le peuple de Guinée chasse, parce qu'ils sont là-bas, c'est peut-être sur le nom du peuple de Guinée. Oui. C'est pas parce que c'est Doumbouya qui est au pouvoir, ou c'est pas parce qu'il y a un premier ministre ou je ne sais qui, qu'on essaie encore une fois de les foutre en prison, parce que on le fait sur le nom du peuple. Oui. C'est pour rendre justice, c'est pour que le peuple chasse effectivement à un certain niveau. Voilà comment nos ressources ont été gérées dans notre pays-là. Je crois que c'est important de rappeler cela. Maintenant, il faut rappeler qu'au niveau du RPG, il y a des tendances, il y a beaucoup de tendances. Damaro, vous savez très bien que Damaro, jusqu'au soir, jusqu'à la veille ou jusqu'au l'aube du 5 septembre, était opposé et disons à cette ascension du docteur Kassori, des docteurs Kassori, je vais dire. Ouais. Et alors, il y avait docteur Diané aussi qui avait son bloc à lui. Ensuite, après que le professeur président était déposé par les forces spéciales, il était question de mettre en place un organe provisoire à la tête de laquelle Kassori a été désigné. Et de là, tous les problèmes du RPG ont commencé. Et de là, tous les problèmes... J'y étais, à cette... moi, j'ai appelé ça intronisation. Bon, je l'ai appelé intronisation. Hein. C'est pas un terme qu'a utilisé le RPG, mais moi, je l'ai appelé l'intronisation de Kassori Fofana, parce que ça s'est déroulé dans un hôtel de la place. Effectivement, et vous savez très bien que Damaro n'a pas pris part. Il n'était pas d'accord d'ailleurs. Mais il a donné son cutus. Non, mais pas du tout. C'est peut-être que tu n'as pas toutes les informations. Qu'est-ce que tu appelles l'information? Oui. Il a donné son cutus. Tu n'as pas toutes les informations. Tu n'as pas toutes les informations nécessaires. C'est quoi l'information nécessaire? Damaro avait donné son cutus. Bien. Les docteurs Ghané également, parce qu'il y a eu des rencontres. Quand Alpha Condé y était, avant même que Kassori ne soit choisi, il y a eu des rencontres. Les Macanera et même, il y était.
Donc Damaro avait soutenu comme quoi Kassori pouvait gérer le parti. Et c'est ce qui a d'ailleurs propulsé aujourd'hui à cette rencontre. Même les Oye et tant d'autres. Sinon, Damaro voulait aussi gérer le RPG. Quelle était la position de Oye? Je finis, s'il vous plaît. Je te pose la question. Il était d'accord. Il était d'accord, il avait sa formation politique, monsieur. Attendez, ce n'est pas ça le cas. Je finis, s'il vous plaît. Peut-être que tu n'as pas toutes les informations. Non, tu mélanges tout là. Non, je ne mélange pas. Fini. Je ne mélange pas. Si tu me laisses continuer, tu vas comprendre ce que je veux dire. Vas-y. Les Moalim Touré, Damaro, Dr Gane et autres. Au début, chacun voulait avoir le RPG. Mais vu que le patron du RPG n'était rien d'autre qu'Alpha Condé, c'est Alpha Condé le père fondateur, si on peut se le permettre. Oui. C'est lui qui a appelé à l'unisson. Il dit on ne peut pas combattre quelqu'un et aller dans une division. Il faut qu'on soit unis. Et c'est ce qui a d'ailleurs valu à des réunions nocturnes quand il est venu pour, sa deuxième fois à son domicile. Il y a eu des réunions. C'est là que les Damaro et autres se sont pliés à la décision. Et c'est dans ça ils ont accompagné Kassori. Et ce jour à l'hôtel Kaloum, c'était dû aussi au bouchon infernal que Damaro n'est pas venu, mais il s'est fait représenter. Bien. Parce que ce jour, j'étais à l'hôtel Kaloum. Ce qui sous-entend en politique, il y a ce qu'on appelle des réserves. Je vous l'apprends. Il s'est fait représenter, il n'avait pas d'autres empêchements, qui pouvaient l'empêcher naturellement d'être présent physiquement. Moi, je suis en train de c'est sur la base des faits. Quand on avait choisi Kassori Fofana ici, on nous a distillé ici une lettre venant du professeur Alpha Condé comme quoi il avait donné son quitus face à la nomination, à la désignation d'un certain Kassori Fofana. Ensuite, on nous avait reproduit encore un autre dossier contre-signé comme quoi Alpha n'était pas d'accord. Ça existait des documents. Bien entendu, effectivement, on était tous dans la presse là. Oui. Ça existait ou pas? C'est sur la base de ça que je suis en train de vous dire ici. Il y avait des cadres qui étaient derrière. Puisqu'il y avait des circonstances qui ne permettaient pas ce qu'on appelle ces escarmouches politiques entre ces gens-là, il fallait faire ce qu'on appelle des coups bas et pour ne pas, exposer leur divergence sur la place publique. Mais toujours est-il que jamais Damaro n'a été d'accord sur le choix. Parce que tout son choix, tout son rêve, c'était de diriger. Bon, là-bas, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas être d'accord avec moi. Vous ne pouvez pas être d'accord avec moi. Mais c'est ça la vérité. Non, mais j'y étais. Vous y étiez, mais c'est ça la vérité, messieurs. Qu'il soit là-bas ou pas, c'est qu'il a dit officiellement. Il n'a jamais été d'accord. Non, mais ça, c'est de façon officieuse. De façon officielle, il avait donné son quitus. Il y avait des divisions. Oui, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y avait des divisions, mais je ne peux pas être d'accord. J'ai rappelé. Il ne faudrait pas qu'on l'accuse aussi de tous les noms. On ne l'accuse pas. Il y a un problème dans ce pays. On doit sortir dans ce mais de si ou peut-être. Ouais. Souvent, ça pose problème dans les débats politiques. Je l'ai dit, je l'ai rappelé. Damaro, au début, n'était pas d'accord. Ouais, parce que même Alpha Condé n'avait pas été informé de la désignation de Kassori Fofana. Évidemment. C'est une politique que le RPG a jouée. Si vous prenez la formation politique qu'est le RPG, vous comprendrez que la seule personne qui pouvait faire avancer ce parti n'était rien d'autre que Kassori Fofana. Qui pouvait faire l'unanimité. Ouais. Parce que c'est... Il n'a jamais fait l'unanimité. Je finis, s'il vous plaît. Voilà. C'était l'homme le plus chouchouté. Il n'a jamais fait l'unanimité. D'accord. Voilà. Mais non, peut-être qu'il a du mal à écouter. On dit qu'il pouvait. Il pouvait. Je pèse. Le français, il est très délicat. Il est très délicat. Voilà. Je finis. On y va. Voilà. Je finis. Docteur Gane, mais quand même, connaissant l'homme, il était aussi décrié par la jeunesse du RPG. Évidemment. Parce qu'on disait dans les couloirs que Gane n'aidait pas. Et c'était le seul homme, quand les jeunes ont manifesté au RPG, il est venu, il a fermé le RPG. Il a dit personne ne peut aller à l'encontre de la décision du président, qui était Alpha Condé. Et le RPG, Alpha, malgré président à l'époque, était aussi le seul
décideurs au sein du parti. Oui, j'ai jusqu'à présent ces photos. Hein. Voilà. Lors de l'installation même de Kassori Fofana, c'était dans un hôtel de la place, je l'ai rappelé, il y avait Dame Domani Doré et d'autres cadres. Exactement. C'est vrai que le jour-là, il n'y avait pas Amadou Damaro Camara et certains caciques. Je comprenais cette tension. Mais les gens oublient une chose très importante avec le RPG. Oui. Le RPG, certes, est à Conakry. La plus grande base du RPG, c'est Kankan. Oui. C'est la Haute-Guinée. Oui. Et vous avez vu le fief est inconditionnel. Comment ils ont su catapulter ce message dans les oreilles de ces militants du RPG à Kankan. Tous ces militants, toutes ces grandes bases du RPG de Kankan à Sigiri étaient tous unanimes, ces militants. Jamais. Et je finis s'il vous plaît. Le monsieur... L'aveugle, pour ne pas trop aller loin. Le malvoyant. Le malvoyant, merci de me prêter l'expression. Il n'était pas d'accord. Oui. Mais par après, il a compris le jeu. Oui. Pour mettre main sur la bascotte, parce que n'oubliez pas que la gestion du RPG était égale à la gestion de la présidence. Oui. Et tout ce qui se passait, la gouvernance d'Alpha Condé aussi avait résulté les mêmes problèmes au sein du RPG. Bien. Ça jouait sur le RPG. Et ils ont pensé comme quoi que si on continuait dans ce sens, le PIP, c'était la même chose. Oui. Le seul homme qui gérait, vous avez vu le PIP, Oui. le PDG RDA, c'était la même chose. Le RPG a changé cette politique. Bien. Le RPG a transformé cette politique, comme quoi il faut aussi miser sur Kassori pour avoir la bascotte. Bien. Et pour finir, la seule malchance que l'homme avait, c'était avec ses problèmes avec les enseignants du SLEG. Oui. Ça lui a coûté cher. Très cher. Mais il faut voir, comparer, Ghané en prison, Damaro en prison, Kassori en prison. Prenez Kassori. Même si on sait que c'est des gens qui ont détourné dans ce pays, mais il faut avoir le courage de dire, c'est eux qui ont aujourd'hui révolté la jeunesse à avoir cette même mise sur l'administration. Un exemple, prenez le GK. Pas révolté, peut-être formé. Formé, c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit la même mise. Oui. C'est pourquoi quand je parle de révolution, ils ont révolutionné alors. Révolté. Merci de me prêter l'expression. Oui. Ils ont révolutionné l'administration. Avec la promotion, je pense, 500 quoi, 518, si j'ai bonne expression. Oui, c'est ça. Prenez 518. Ça. Vous comprendrez que l'image... C'est ceux qui gèrent ce pays. Oui. Et c'est la promotion Kassori. Que l'image de l'administration avait tourné autrement. On sentait de la jeunesse. Ouais. Et aujourd'hui... Le rajeunissement de l'administration. N'en déplaise à qui veut l'entendre, malgré coronavirus, on avait pu stabiliser l'économie guinéenne. On continuera ce débat, pourquoi pas, dans un autre numéro, parce que notre invité s'impatiente. La radio, c'est aussi l'heure. Tout à l'heure, nous allons recevoir notre invité de prestige. Et moi, je l'appelle comme ça, monsieur Mohamed Lamine Kaba. Il va nous rejoindre tout à l'heure dans ce studio. Il est le président du Fidèle. Avec lui, nous parlerons de ces 6 000 milliards. Hein? 6 000 milliards pour organiser les élections en République de Guinée. 6 000 milliards pour dérouler les 10 étapes de la transition. Comment faire? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui prévaut de ce côté? Il sera là et nous allons lui poser toutes ces... Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Camara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau de nuages et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Camara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média.
Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Et nous sommes ensemble jusqu'aux portes du 10h30 avant d'aller avec notre invité du jour. Quelques réactions de nos internautes qui nous suivent via notre page Facebook, groupe Kavi Média. Abdoulaye Ba BW, salut ma radio, je vous écoute chaque matin pour comprendre mieux l'actualité de mon pays et le reste du monde. J'émets une pensée positive à mon cher Akila Badara, l'ambassadeur de l'Axe. Et il y a plus de santé aussi que nous suit à travers notre page Facebook. En tout cas, continuez avec vos différentes réactions que nous relayerons en direct dans cette émission. On en parle tout à l'heure. Pour un retour à l'ordre constitutionnel, les autorités de la transition ont demandé 6 000 milliards de francs guinéens, jugés colossal par des observateurs. Et face à la récession économique, le CNRD pourra-t-il, dans le temps imparti, mobiliser tous ses fonds pour dérouler les 10 étapes clés de la transition? Ne me prenez pas au mot, je le disais tantôt, mais si nous devrons faire un calcul mental sans équivoque, les 5 000 milliards des banques primaires plus les 40 000 milliards annoncés par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation sont nettement proches de la moyenne pour celui qui veut un retour à l'ordre constitutionnel. Nous posons le débat tout à l'heure. Pourquoi engager les 5 000 milliards dans d'autres activités si la volonté d'organiser au plus vite les élections était vraiment la priorité des priorités? Il est déjà dans ce studio avec nous, M. Mohamed Lamine Kaba. Il est le président du Fidèle. M. Kaba, bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux co-animateurs, au personnel de la radio et aux millions d'auditeurs. Et de téléspectateurs, évidemment. Merci d'accepter notre invitation, malgré le calendrier très chargé. Nous vous ferons d'abord cette première question d'entrée de jeu. Aujourd'hui, vous avez suivi, comme nous hier, cette décision prise par la CRIEF suite à la libération, décision qui fait suite à la libération de Amadou Damaro Camara, l'ancien président de l'Assemblée nationale. D'abord, vos impressions. Encore une fois, merci de m'avoir invité. Pour répondre à votre question, je dirais tout simplement que c'est une justice qui a été rendue. Il y a de cela, je crois, 18 mois que le président Damaro a été retenu, mais la justice n'a pas pu travailler convenablement pour des raisons sanitaires de l'accusé. Si aujourd'hui, sa première comparution, il y a eu des discussions, il a avancé des arguments qui semblent solides aux yeux du tribunal et qui pensent qu'il serait mieux de lui donner une liberté provisoire, je pense que cela est très bien. Et encore, il y a certaines instructions qui ont été données, c'est-à-dire de faire en sorte que de déposer ces documents de voyage, etc. Donc je crois qu'il y a de quoi croire en la justice de notre pays, et moi je crois fermement. Bien. Sur d'autres actualités, on parle du RPG qui restreint un peu la liberté de parole à ses cadres en tant que président de parti politique. Voilà, vous savez, nous avons
ce qu'on appelle la démocratie. La démocratie, c'est un exercice qui est parfois compliqué, qui est parfois insupportable par certaines personnes. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que si nous voulons une démocratie à l'échelle nationale, il faut d'abord cultiver à l'échelle interne. Au niveau interne, tant que nous n'avons pas la démocratie comme culture interne dans le fonctionnement de nos différents partis politiques, on n'aura jamais la démocratie à l'échelle nationale. Donc ce qui est on est en train d'observer, tant au niveau du RPG mais aussi de l'UFDG, je crois que c'est un vent qui souffle de la démocratie. C'est la jeunesse qui voulait rompre avec les habitudes et les comportements du passé. Je pense qu'il faut l'admettre, c'est un vent qui souffle. Et avec le temps, ils vont s'adapter. Ceux qui ne veulent pas la contradiction au sein des différentes formations politiques. Vous existez il y a de cela depuis 2013, si j'ai une bonne mémoire, votre parti et vous. Effectivement, le 4 mars 2013. Les anciens pratiques, vous en faites partie, monsieur Kaba. Parfait. Absolument. Alors, s'il y a un changement, donc vous aussi, vous attendez à ce qu'on vous mette blackout, c'est cela? Non, le plus important, c'est le débat contradictoire, ce sont les élections. Si les militants me font confiance à me confier les responsabilités de diriger la destinée du parti, une fois, deux fois, 10 fois, je crois qu'il n'y a pas de problème. Et si c'est la même Mais confiance si je m'oppose maintenant à l'organisation des élections au sein de l'entité, je crois que c'est ce qui est aberrant, du Congrès, c'est ce qui est aberrant, c'est ce qui est contraire au fonctionnement de la démocratie, c'est ce qui n'est pas normal. Et si c'est la même confiance qui règne à l'UFDG aussi au RPG Arc-en-Ciel, oui, est-ce qu'il c'est nécessaire de crier comme ça et puis passer à autre chose? Non, au sein du l'UFDG par exemple, qu'est-ce qu'on demande? Il ne demande pas le départ du président, il demande l'organisation des congrès. Donc je pense que cela n'est pas contre quelqu'un ni pour quelqu'un. La démocratie est impersonnelle. Au sein du RPG, je crois que c'est la même chose qu'on demande. On ne demande pas forcément le départ des dirigeants du bureau, des membres du bureau politique, qui que ce soit. Ils ont juste dit de redynamiser la structure, d'organiser des élections en vue de rendre le parti plus compétitif. Je crois que c'est cela. Vous savez, le vieillissement, c'est fatigant. Lorsque les structures sont là depuis des années, et surtout lorsqu'on sait que ces structures n'ont pas été mises de façon démocratique, je crois que la légitimité en démocratie doit avoir sa source à la base et non pas au sommet. Au sommet, c'est de dire que c'est le grand monsieur qui m'a mis ici, donc moi je ne dois qu'à ce dernier. Mais lorsque vous êtes élu par une localité, votre légitimité a une source à la base, du coup, c'est de la démocratie et vous êtes obligé de rendre compte à ceux qui vous ont confié. Vous confirmez cette information que vous avez commencé vos premiers pas en politique au niveau du RPG? Oui, le RPG, c'était ma maison, je peux dire même naturelle. C'est là où j'ai commencé à militer politiquement, depuis au Sénégal. J'ai connu une ascension au sein de cette entité. J'ai été le directeur de campagne du président Alpha en 2010 au Sénégal, Gambie, Mauritanie et Cap-Vert. J'ai été le chargé, notamment, le secrétaire aux relations extérieures du parti au Sénégal. Et lorsque nous sommes venus ici, nous avons mis en place ce qu'on appelle la coordination des sections du RPG de l'étranger. Et j'étais aussi un vice-président de la structure. Donc, en un mot, j'ai un passé glorieux au sein du RPG Arc-en-Ciel. Mais lorsque nous avons conquis le pouvoir, la façon dont le président Alpha gérait, c'est-à-dire l'impunité étant totale dans l'administration publique, j'ai jugé nécessaire de quitter le parti et m'organiser avec d'autres amis en vue de créer une autre formation qu'on appelle Fidèle. Et pendant 10 ans, j'ai dénoncé, c'est un fait rare, c'est un fait d'armes particulièrement glorieux qu'il faut louer à ma personne. Ah bon? Je ne me jette pas des fleurs, mais c'est la réalité. Je vous lance le défi. Vous posez vous-même le diagnostic. Non, mais la vérité est que vous ne trouverez pas un Guinéen. Je suis le seul. Je lève la main. Avoir conquis le pouvoir avec le président Alpha, ou en tout cas de façon de conquérir le pouvoir, et refuser de s'associer à la gestion du pays parce que la conduite ne me rassure pas, parce que l'impunité est totale. Non, monsieur Kaba, je vous arrête là. Oui, donnez-moi un autre. Au sein du RPG Arc-en-Ciel, on vous considère comme étant frustré parce que vous caressiez un poste dont vous n'avez jamais bénéficié. C'est ce qui explique. Et quel est ce poste? Non, mais est-ce que nous sommes d'accord pour cette question? Vous savez, ce sont des pensées préconçues. Non, mais pas du tout. Oh, mais ce sont des suppositions, des supputations. Ça n'a aucun fondement. C'est ça qu'on veut dire. C'est une façon juste d'annihiler les efforts, le sacrifice que j'ai fait. Mais qui est fou? Tout le monde me connaît au sein de RP. À commencer par le président Alpha. Tout le monde
me connaît. Mais c'est vous tous qui ces avez responsables. créé Donc ce si bébé je au monde. voudrais avoir quelque chose, je devrais être conformiste. Bien, on va... Si j'ai été désigné comme son directeur de campagne dans au moins 5 pays, parce que j'avais un bilan, parce que j'avais une particularité, parce que j'avais un bilan incontestable. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et lorsque je suis venu, nous sommes rentrés où on a conquis le pouvoir, j'ai vu qu'on s'est inscrit dans une dynamique franchement qui ne rime pas avec ma vision, avec le programme qu'on avait de la lutte contre l'impunité. Qu'est-ce qui n'a réellement pas marché? Parce que c'est vous quand même qui avez mis ce bébé au monde, qui est devenu président, Alpha Condé. Oui, bon, le président Alpha, je ne suis pas un militant de première heure. Dire qu'à partir de la création du parti, donc je ne pourrais pas le dire, prétendre dire que non, c'est nous qui avons créé, non. Mais j'ai milité, et quand j'ai milité, j'ai été entier dans mon militantisme. Au point que le président Alpha a trouvé dans tous ces pays, 5 pays, que voilà l'homme que je recherche qui est capable, franchement, de mener une campagne. Et ce qu'ils ont fait comme activité en restant là-bas, si on vous le dit, vous ne pouvez pas le croire. Bien. Mais on n'a pas le temps de parler de tout cela. Mais j'ai implanté en un mot le parti quand même dans tous les pays. Dans tous ces pays. Je ne dis pas une section par pays. Dans toutes les préfectures du Sénégal. Avec vos fonds propres, mais le fonds du RPG? Le fonds propre je travaillais au Sénégal. On me paie à la fin du mois, je prends mon argent, je vais en Gambie, Serekunda, Latrekunda, Banjul, j'implante. Cette autre question. On me donne à la fin du mois, je vais en Mauritanie, Nouakchott, Nouadhibou, Rosso, Attar, Nema, j'implante. Avec tout ça, vous n'avez pas eu besoin de l'aide financière? Non, mais je n'ai jamais demandé, ça ne m'a jamais été donné. Est-ce que dans ce sens... Personne, je l'ai fait avec mes propres charges. Est-ce que dans ce sens, quelque chose n'avait pas été conditionné que finalement, vous-même, vous avez décidé de partir? Je suis un homme entier. Quand je suis pour une cause, je crois, j'y vais. Monsieur J'ai cru. Et c'est pourquoi, comme vous pouvez remarquer, quand nous avons conquis le pouvoir, j'ai vu, parce que je ne suis pas venu pour chercher ma part du gâteau, j'ai vu que je suis venu, si je l'ai adhéré, ce n'est pas ni pour des raisons communautaires, ni pour des raisons pécuniaires, mais tout simplement parce que je voudrais que l'impunité, c'était ça la cause du retard, c'est ce que je croyais. Bien, mais quand il est venu, il a continué dans la même dynamique comme ses prédécesseurs. J'ai pensé qu'alors là, je ne peux pas m'assurer à cela. Bien. Je me suis désolidarisé de la gestion et je l'ai affronté. Je ne me suis pas tué. Affronté dans les médias, vous le savez, pendant 10 ans. Mais pendant ce temps-là, mais moi, on m'avait fait des propositions, ça vous le dit. Et ces personnes aujourd'hui en sont en liberté. Je vous dis, vous pouvez aller les demander, ils vont vous dire que ça a été négocié. Vous prenez Kaba, il est au CNT. Mamadi Kaba, qui était le président de l'INIDH, Docteur Mamadi Kaba. Celui, avec Docteur Balou. Et en vie, il n'est pas en prison aussi, en liberté. Vous pouvez le demander. J'ai fait l'entretien avec cela dans la maison de Mamadi Kaba Lambaye. Pendant longtemps, on discutait. Je donnais mon accord pour que je puisse abandonner le combat. Quel était le poste? Quel était le poste? Non, on me disait d'arrêter toutes les dénonciations, de revenir autour pour qu'on puisse me donner une responsabilité. Quel poste vous avez demandé? On n'est pas arrivé. Il faut espérer. Pour vous, hein, quel poste avez-vous demandé? Vous êtes là maintenant, non, vous avez on n'est pas arrivé à ce point. C'est-à-dire, il faut se taire d'abord, tu viens avec nous, après on va te donner quelque chose. Mais parce qu'on ne peut pas me dire, bon tiens, on te donne ça directement si je n'accepte pas la proposition première. En quelque sorte. J'ai rejeté tout et je suis resté carrément dans ma position. En quelque sorte. Donc cela est un fait rare. C'est pourquoi la différence entre le Sénégal et ici, au Sénégal, quand vous dénoncez, le cas par exemple de Ousmane Sonko, c'est quoi son parcours? C'était un fonctionnaire d'État. Il a eu des malversations, il a averti le président. Il n'a pas réagi 2 fois, il n'a pas réagi contre le frère du président. 3 fois, finalement, il a étalé ça dans un journal qu'on appelle Observateur. Et quand les Sénégalais ont connu, il y a un homme, un cadre qui est capable de nous informer des malversations de ce genre, lui, on le croit. C'est comme ça qu'on l'a suivi. Une seule dénonciation. Moi, j'ai fait combien de dénonciations? C'est qui m'a suivi? Personne. Parce que les Guinéens ont leurs raisons. Ce n'est pas seulement le militantisme, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la défense de leurs intérêts, mais ils ont d'autres intérêts subjectifs et erronés. Vous avez dénoncé de telles malversations ici, parce que nous sommes de la presse là. Oui, mais je crois que quand vous étiez de l'autre côté, on l'a fait. En quelque sorte. En quelque sorte. Sur la télécommunication. Pour ne pas trop une seule fois. On va s'écouter à qui là? Sur la télécommunication. C'est important, oui. J'ai étalé, si vous voulez, les malversations financières ici plusieurs fois. Sous Alpha, oui. Sous Alpha. Oh, justement, sous Alpha. Comment on appelle? Au niveau de l'agriculture, les produits, comment vous appelez? Les engrais. Les engrais, voilà, il se rappelle bien. C'est les engrais frélatés. Oui. J'ai fait encore une communication, dénoncer des choses avec des chiffres et demander ses responsables, même s'ils peuvent porter plainte contre moi, il ne l'a pas fait. Au niveau des mines,
Presque chaque mois, je faisais des communications de ce genre-là. Et mener des investigations réelles, sortir des dossiers et brandir devant les médias que voilà, personne, non seulement aucun juge ne s'est autosaisi, mais les médias en parlaient. Mais non, mais tous ceux qui ont observé pendant les 10 dernières années savent déjà que mon militantisme, mon engagement contre l'impunité a été total. Oui. Mais les gens ne ont jamais décidé de me suivre parce qu'ils ont leurs raisons ailleurs. Le militantisme a d'autres raisons dans ce pays que vous connaissez. C'est pour vous dire. Dites-nous ces raisons, monsieur. Non, le choix des Guinéens, c'est la communauté. C'est cela la vérité. C'est la communauté. En quelque sorte. En quelque sorte. Ils ne cherchent pas de valeur, ils cherchent la communauté. C'est tout. Donc, presque tous les partis que nous avons ici, c'est presque la majorité. Mais malheureusement, c'est la lutte là que nous sommes en train de mener. Moi, si je voudrais être conformiste de cela, je pourrais rester au RPG et mener la même lutte. Mais non. Oui, je n'ai pas milité politiquement pour des soutiens de ce genre. Parce que je croyais, je me suis battu. C'est un fait. Non, c'est loin de la volonté de me jeter des fleurs, mais c'est un fait d'armes qu'il faut louer. Sincèrement. Et je dis, aucun Guinéen, je suis le seul Guinéen à avoir conquis le pouvoir avec le président Alpha et refuser et se désolidariser de la gestion du pays parce que la direction ne me rassure pas. Il n'y en a pas. 2010. Vous y tenez. Non, il n'y en a pas. Vous y tenez. 2010, vous avez battu campagne pour le RPG, pour ne pas dire seulement Alpha Condé. J'étais son directeur de campagne déjà. Directeur de campagne. Aujourd'hui, il a été président de la République. En quelque sorte, êtes-vous déçu de l'homme? En partie. En ce qui concerne la lutte contre l'impunité, je suis totalement déçu. Mais en ce qui concerne la performance économique, je suis fier de ce qu'il a laissé. Comme performance économique. Si on avait le temps, je peux vous détailler. Allez-y, vous êtes dans le scanner. Passez tout au Quand le président Alpha venait au pouvoir en 2010, le taux d'inflation était dans les 6%. Et quand il partait, c'était maintenant avec 0,5%. Quand le président Alpha venait au pouvoir, le PIB était à 6 milliards. Mais lorsqu'il partait maintenant, c'était à plus de 13 milliards. Quand le président Alpha venait ici, les fonctionnaires, la majorité était payée entre 800 et 1 million. Il a triplé les salaires. Je ne voudrais pas doubler. La plupart aujourd'hui ont près de 2 millions. Quand le président Alpha venait au pouvoir, toujours en 2010, nous avons constaté quoi? Dans le domaine du riz, qui est notre aliment principal, à l'hectare, c'était 800 kilos à l'hectare qui étaient récoltés à l'hectare. Ça, c'est une statistique de la Direction nationale des statistiques, mais aussi de la Banque mondiale. C'était 800 kilos à l'hectare. Lorsqu'il partait, nous étions maintenant à 2000 kilos à l'hectare. Ça veut dire à 2 tonnes. Je peux dire même pas plus de double, près de triple. Je peux vous dire encore, taux de chômage, etc. Bien. Donc sa performance économique, sincèrement, en termes d'électricité, là, c'est plus frappant encore. Le nombre de mégawatts qu'il nous a laissé. Bien. Ça veut dire que sa performance économique a été irréprochable ou sans précédent. Cependant, l'impunité était totale sur sa gouvernance. C'était du vol organisé, c'était le pillage des ressources, des recettes de l'État. C'était une gestion mafieuse. Bien. C'est cela la vérité. Bien. Et c'est ce qui a fait que nous l'avons abandonné. C'est vous qui avez offert cet homme à la Guinée, Alpha Condé. Oui, mais justement, lorsqu'on ne le croyait plus, on s'est désolidarié. Pas seulement désolidarié, on l'a combattu à la dimension. En quelque sorte. Oui, Akil, on va revenir sur le sujet du jour. D'accord. S'il te plaît. La dernière question, on va revenir sur le sujet du jour parce que c'est important. Nous sommes en train de nous égarer. Allons-y sur le sujet. Parlons du processus de retour à l'ordre constitutionnel avec ces 6 000 milliards. 6 000 milliards demandés par le CNRD pour l'organisation pour dérouler les 10 étapes de la transition. Il faut le rappeler que vous aviez été parlementaire, vous étiez deuxième vice-président de la Commission des affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Je pense que c'était à la 8e ou 9e législature. 9e législature. Avec l'honorable Amadou Damaro. Parfait. Camara. Donc aujourd'hui, vous qui êtes passé par le CNT,
Est-ce qu'il est important d'avoir toute... Pas le CNT. L'Assemblée nationale, pardon. L'Assemblée nationale. Covid-20. Oui, Assemblée, député Covid, hein, comme on aimait vous surnommer. Hein, c'est juste une bonne. Allez, parlant de ces 6 000 milliards de francs guinéens pour l'organisation des futures élections, c'est-à-dire le déroulement de ces 10 étapes de la transition, aujourd'hui, vous avez quand même assisté au cadre du dialogue interguinéen, hein, sous la coupole de votre parti. Vous avez été député à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le gouvernement guinéen ou le CNRD demande une mobilisation de 5 000 milliards au niveau des banques primaires. On demande de l'autre côté 6 000 milliards. Mais il se fait qu'il y a quand même des petites questions qui se posent sur les 5 000 milliards. Pourquoi engager les 5 000 milliards dans d'autres activités pendant que la priorité des priorités pour une transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel? Pourquoi le gouvernement, jusque-là, ne parvient pas à rabattre ces 5 000 milliards pour l'organisation des futures élections? D'abord, votre point de vue général. D'abord, je voulais vous dire que nous avons observé, nous avons été invités par le ministre de l'Administration des Territoires et de la Décentralisation. Je suis le coordinateur également d'une coalition politique. Oui. Un certain nombre de partis politiques et je trouve au sein d'une entité qu'on appelle AD, justement, l'Alliance démocratique. Donc je suis le coordinateur. Donc à ce titre, je participe à tous les débats nationaux, qu'ils soient au niveau de la primature, à la présidence, au CNT, etc. Alors ainsi, le ministre nous a appelés, il nous a étalé, nous expliqué, c'est-à-dire ceci. 600 millions de dollars. 600 millions de dollars, 6 000 milliards de francs. Voilà, tout à fait. Donc, quand il nous a expliqué et nous avons vu les arguments qui ont été avancés, on a observé que pour une façon de justifier ce chiffre. Donc, on s'est rendu compte que les 600 millions de dollars qu'on demande pour l'organisation des élections, tout n'est pas pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il y a une bonne partie destinée au recensement général de la population et de l'habitat, et qui n'a rien à voir avec le retour à l'ordre constitutionnel. Bien. Donc ça, c'est la gestion des affaires courantes. Deuxièmement, ils ont des nouvelles ambitions qui justifient un peu ce chiffre. Ces ambitions sont notamment le nouveau découpage administratif qu'ils veulent faire, qu'ils veulent procéder. À Conakry, par exemple, nous avons 5 communes. Et ces 5 communes, ils veulent que ça soit, je peux dire maintenant, 6 avec Kassa. Donc ils veulent le découper. Quand vous prenez par exemple Kaloum, vous avez à peine 40 000 électeurs ou 40 000 habitants. Mais vous prenez la commune qui a un député, vous prenez la commune de Matoto ou la commune de Ratoma, vous avez plus de 700 000. Donc vous voyez la différence? Oui. Donc ça veut dire quoi? Cela aussi un seul député. Donc ils trouvent ça injuste. Comme le député est le représentant du peuple, il faut que ça soit proportionnel. Il faut que ça soit au moins à la dimension des choses. Mais 40 000 un député, 700 000 un seul député, ce n'est pas normal. Donc ils veulent découper les communes, les grandes communes au moins, en plusieurs communes. Et ils nous ont dit que parfois, ça c'est une région, par exemple, électorale, au-delà de sa politique. Mais administrativement, quand il y a un problème à Kountia, au kilomètre 36, qui est dans la commune de Koya, et Koya relève de Kilia. Du coup, quand il y a un problème, pour pouvoir mobiliser la police, il faut d'abord que le gouverneur de Kilia donne des instructions pour que ça puisse être fait. De la même chose à Dubreka, etc., à Kalbeli. Le Grand Conakry. Le Grand Conakry. Donc, ils veulent découper ça, c'est une raison administrative. Maintenant, leur ambition principale politique, c'est quoi? On était de 114. Les législatures passées. Ils veulent en faire 200. D'autres en parlent de 300. 300 députés. 300 députés. Pour un pays comme la Guinée, c'est justement, ils parlent de 200. Ils sont entre 200 et 300. C'est ça leur ambition. Donc c'est ce qui a fait que même ce chiffre-là n'est pas stable. À 200, il y a un chiffre. À 300, il y a un autre chiffre. Nous avons dit d'abandonner tout cela, l'augmentation, pour pouvoir réduire, faciliter la mobilisation de ce fonds. Il faut réduire. Et la réduction, qu'est-ce que nous avons dit? D'abandonner ces nouvelles ambitions, d'aller sur la base des 114 là. Mais parce qu'ils seront obligés encore de créer des nouvelles préfectures. C'est-à-dire ériger certaines sous-préfectures en préfectures. Ériger certaines préfectures aussi en région. Ils ont tout ça dans leur programme. Nous avons dit d'abandonner, d'attendre le recensement général de la population et de l'habitat pour justifier. Parce que moi, je suis par exemple de Banya.
Ça, c'est une sous-préfecture de Farana. Quand vous dirigez cette localité, la population est là, hein, elle est plus peuplée que certaines préfectures. Vous êtes le vice-maire de Farana, il faut le dire. Je suis vice-maire de la commune urbaine de Farana. Oui. Vous ne partez jamais à Farana. Je suis régulièrement à Farana, mais on reviendra sur la question. Vice-maire à distance. Ça, c'est un véritable problème. Allez-y, on va poser le débat tout à l'heure. Vous êtes dans le scanner. Donc, si vous dirigez cette localité, la sous-préfecture de Bagna, par exemple, en préfecture aujourd'hui, j'aime ça. Mais si ce n'est pas accompagné par un justif, pour dire ah non, parce que la population a atteint tel, suite au recensement général de la population et de l'habitat, les gens parleront d'affinité, etc. Et je sais que cette population-là, de Bagna, elle est plus, c'est-à-dire la sous-préfecture de Bagna est plus peuplée que certaines préfectures de la Guinée. Ça, je sais. Oui, je suis passé par Bagna, je connais bien Bagna. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que nous avons dit d'abandonner pour au moins garder la forme. Au moins, il faut que ça soit beaucoup plus professionnel. Bon, je crois que cela se trouve dans un mémo que nous avons fait avec une entité que nous avons mise en place qu'on appelle la conférence des coalitions et des fêtières. Donc nous avons fait le mémo en leur demandant de s'asseoir à ces nouvelles ambitions pour qu'on puisse réduire le frais, la dépense. À 114, c'est plus facile à organiser, ça réduit le coût. Donc c'est plus facile de mobiliser ce coût que lorsqu'on est à 200 ou à 300. Ouais. Donc c'est un peu cela qui a été notre proposition et nous souhaitons qu'ils prêteront une oreille attentive à cette préoccupation. Et je sais déjà qu'ils nous ont écoutés, mais on attend une réponse écrite aussi. Maintenant, parlant du montant, parlant du montant, on parle de 6 000 milliards. Comme vous l'avez dit, il y a des activités annexes ou connexes qui sont associées au processus de retour à l'ordre constitutionnel. Mais aujourd'hui, le CNRD tend la main aux institutions internationales pour avoir des fonds. Mais pendant ce temps, ici en Guinée, on demande aux banques primaires des levées de fonds à hauteur de 5 000 milliards. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire, au lieu d'engager ces 5 000 milliards dans d'autres activités, de prendre cet argent ou ce montant injecté dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel? Pourquoi le CNRD n'y pense pas? Est-ce que pour vous, il y a quand même une autre volonté cachée, un agenda caché du CNRD? Je crois que les banquiers ont été négociés, ils ont accepté volontiers à donner sa somme. Ils pensent même que c'est très avantageux pour eux. Je ne connais pas les conditionnalités. Ça existe dans d'autres pays. Oui, ça se fait ailleurs. Ouais. Ça se fait ailleurs. Mais les banques ne sont pas obligées. Ils peuvent dire que non, ne veut pas. Mais s'ils l'acceptent, c'est parce qu'ils ont vu leur intérêt. Et on sait comment fonctionnent les banques. Ouais. Ils sont à la quête d'intérêt. Donc s'ils l'acceptent, c'est parce qu'ils ont assez d'intérêt dedans. Alors, mais ce qui ne nous a pas été dit de façon explicite, qu'est-ce qu'on fait avec ces sommes? Ça, on ne le sait pas. Maintenant, comme vous l'avez dit, nous pouvons souhaiter, par exemple, parce qu'il part des activités urgentes. L'expression est utilisée prioritaire. Prioritaire, oui. Voilà. Ils ont parlé pour le financement des activités prioritaires. Est-ce que l'activité prioritaire, ce sont les élections, l'organisation des élections? C'est eux qui peuvent répondre. Est-ce que, à mes yeux, oui, c'est cela. Donc l'argent peut être destiné pour ça. Il parle également d'infrastructures. Est-ce que c'est de cela il s'agit? Donc on ne sait pas, et comme ils n'ont pas été explicites sur l'utilisation de ce fonds, j'espère bien que ça sera pour le retour à l'ordre constitutionnel, parce qu'au lieu de tendre la main, et ce n'est pas sûr, ils peuvent donner ou ne pas donner. Oui. Mais lorsqu'on a des ressources internes que nous pouvons mobiliser pour financer nos activités nationales, je pense que cela est très bien, surtout en ce qui concerne le retour à l'ordre constitutionnel, ce qui fera que nous allons quitter de cette position du manial, de mendiant, tendre la main à des personnes qui peuvent donner ou ne pas donner, et qui donnent très souvent avec des conditions parfois inadmissibles. Donc je pense que c'est une bonne démarche, mais nous ne connaissons pas pour le moment la finalité, c'est-à-dire à quoi ça va servir exactement. Oui, et je souhaite que ça soit pour le retour à l'ordre constitutionnel, qui est à mes yeux un point prioritaire. Au visa de votre exposé, vous venez d'expliquer un certain nombre de choses, notamment la destination, parce que ça semble être l'inconnu de ces 5 000 milliards dont on a réclamé aux banques primaires. Ensuite, vous avez adressé un mémo au président de la République, hein, pas au Premier ministre, encore moins au ministre de l'administration du territoire de la décentralisation, j'en viens. Il y a de cela presque moins quelques, jusqu'à maintenant là, vous n'avez pas la réponse. Est-ce qu'au visa de tous ces aspects-là, on peut parler d'un flou dans le cadre de la gestion de cette transition, M. Kaba? Bon, je crois que... Un flou entretenu. Oui, je crois que l'un des problèmes du CNRD et du gouvernement actuel,
c'est qu'ils ne communiquent pas beaucoup. Même si le Conseil des ministres, à chaque fois, nous avons des informations publiées, mais il y a ces questions qui préoccupent les Guinéens qui n'ont pas souvent de réponse. Et pourtant, ils travaillent bien, selon les informations que moi, par exemple, j'ai. En ce qui concerne ce mémorandum que nous avons adressé au président de la transition, il est clairement signifié que nous souhaitons une réponse. On n'est pas encore répondu. Je crois que cela est dans ce cadre de mutisme autour de certains dossiers. Et ce qui nous a été dit, ils ont prêté une oreille attentive à cela. Et cela a fait qu'ils ont ils ont arrêté d'abord toutes les activités allant dans le sens direction de certaines localités en préfecture, certaines sous-préfectures en préfecture, mais aussi également le découpage de certaines communes ou des communes urbaines de Conakry. Tout, ils ont mis tout cela pour le moment en attendant. Donc, c'est pour vous dire que déjà, ils sont en train de travailler, mais c'est qu'ils ne communiquent pas. Et si je prends par exemple le RAVEC, tout le monde se pose la question aujourd'hui, à quand est-ce qu'on va avoir le fichier électoral? Selon mes recherches, mes informations, avec vraiment les techniciens qui ont la main à la pâte, le fichier électoral sera disponible plus tard au mois de mars, c'est-à-dire le premier trimestre, la fin du premier trimestre de l'année 2024. Donc si cela se fait, je crois que c'est un élément important, mais il ne communique pas surtout. Sinon, le RAVEC quand même, comme vous le savez, il y a beaucoup de composantes. Mais la composante pour les élections sera disponible, c'est-à-dire le fichier électoral sera disponible au premier trimestre de l'année 2024. En ce qui concerne la Constitution, l'élaboration de la nouvelle Constitution, il paraît que ce qu'on attend... Il paraît. Oui, quand je dis il paraît... Non, d'accord, je vous comprends. Voilà, je ne peux pas le dire avec certitude parce que je ne suis pas là-bas. Mais c'est l'information que j'ai. Il y a d'abord des techniciens. Vous apprenez bien alors, hein, des informations. Bien sûr, je mène des recherches. Quand on est bien organisé, on s'informe. Oui. Donc, surtout, l'enjeu est si important. Vous êtes aussi très introduit, M. Kaba. Très introduit. On vous voit partout. Est-ce que par hasard, vous n'êtes pas en train de chercher un poste avec le CNRD parce que vous êtes très introduit? Je peux le dire très clairement, si le président de la transition m'écoute, ou si le Premier ministre m'écoutait, c'est pour dire que je ne veux pas de décret. Je ne veux pas de nomination. Parce que si vous tombez dans le gouvernement, vous n'allez plus être éligible. Est-ce que c'est pas Justement. Est-ce que c'est pas cette Justement, vous avez répondu à ça. C'est clair. Justement, parce que selon la charte, je suis vice-maire d'une commune urbaine. Oui. Je veux être maire. J'ai été député à l'Assemblée. Oui, c'est évidemment. le décret qui a démis le président Alpha Condé, le communiqué qui a démis le président Alpha Condé, le même communiqué qui m'a démis. Donc, je veux revenir, et cette fois-ci, non pas seul, je veux venir en groupe parlementaire. Je voudrais que mon parti ait un groupe parlementaire. Donc, tout cela peut être possible si je n'accepte pas des postes, ça ne bénéficie pas des décrets. Parce que selon la charte, quand on bénéficie des décrets de ce genre, on ne peut plus candidater aux élections à venir. Ça veut dire... Donc je suis très ambitieux. Et au-delà de cela, les élections présidentielles, mon souhait le plus ardent, si mon parti m'acceptait, c'est d'être candidat aux élections présidentielles et voire même remporter les élections à venir. Donc ces ambitions nobles ne peuvent pas être compromises par un poste ministériel. Alors, si cette thèse était écartée, est-ce que vous allez accepter d'être ministre? Comme quoi, aucun ministre nommé par décret se présentera. Oui. Si cette thèse était écartée, vous allez accepter? Ah mais pourquoi pas? Ah là, on sent que vous allez changer de veste si elle était écartée. Non, pas de changer de veste. Non, quand même. Je sais que j'ai des compétences, j'ai des expertises. Je peux aider mon pays. Je conquis le pouvoir pour quoi faire? C'est pour aider mon pays. Mais vous pouvez aider le pays et puis trouver quelqu'un d'autre pour représenter votre parti et puis vous travaillez avec le CNRD. Même avec cette thèse. Je ne comprends pas. Si cette thèse était écartée, vous l'avez répondu. Maintenant, si la thèse elle est maintenue, vous pouvez également accepter d'être ministre. Vous pouvez bénéficier d'un décret et chercher quelqu'un d'autre pour représenter votre parti politique. En postant, en acceptant
un poste ministériel, si cela ne peut pas compromettre mes chances d'être candidat aux élections à venir, j'accepterai volontiers. Mais vous avez Parce qu'après les élections, qu'est-ce que je compte faire aussi? Vous avez un vice-président qui pourrait vous remplacer. Non, vous parlez de ma personne. Oui. Mais si le choix était demandé aujourd'hui à mon parti d'envoyer quelqu'un, même à cette condition, mais aux envoie. On va t'envoyer, on va vous envoyer, pardon. Moi, personnellement, je ne peux pas aller. Mais dans mon parti, on peut trouver des personnes à envoyer. Bien. Si, Oui, même à cette condition actuelle. Oui. Monsieur Kaba, la vocation d'une transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel et la gestion des affaires courantes. On est d'accord là-dessus. Je crois que le CNRD a bénéficié d'une On n'est période... pas d'accord, hein? Très bien. Après, vous aurez vos arguments. Voilà, après. Je ne partage pas ça. Mais je crois que c'est des choses qui sont connues universellement. C'est ça une transition. Pas forcément. Œuvrer pour un retour à l'ordre constitutionnel, monsieur le président. Absolument. Pas forcément. Absolument. Mais peut-être vous parlez d'une transition à mandat. Peut-être là où nous sommes. Non. Vous posez la question, je répondrai. Je vous répondrai sur cette question-là. Okay. Donc, aujourd'hui, tout semble indiquer que, au regard d'un certain nombre de choses, nous sommes en train d'être préparés à un glissement. Si tel est le cas, est-ce que vous l'acceptiez? Est-ce que selon vous, ça c'est ce qu'on appelle un glissement acceptable? Parce que. Bon, avant de revenir à cette question, ce que vous avez soulevé, comme quoi que la transition a pour objectif le retour à l'ordre constitutionnel. Je ne partage pas. Et la gestion des affaires courantes? Oui, justement, mais ce qu'il faut dire, une transition a une finalité, c'est-à-dire des objectifs, mais aussi à la finalisation. Voilà la différence. La finalité, ce sont les objectifs qui ont motivé, les raisons qui ont motivé, qui ont poussé les militaires à prendre le pouvoir. Ça dépend des réalités du pays. Ce que je sais, quand ils ont pris le pouvoir, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils n'ont pas dit parce que les élections passées ont été frauduleuses. Ils n'ont pas dit que c'est à cause du troisième mandat, quand ils ont pris. Ils n'ont pas dit encore moins... La falsification de nos textes de loi pour s'éterniser au pouvoir, ça sous-entend le troisième mandat. Non, mais ils ne l'ont pas dit. Mais en réalité, c'est ça. Ce qu'ils nous ont dit... Et le président l'a réitéré, s'il vous plaît, M. Kaba, à la tribune, à l'occasion de la 78e anniversaire de l'Assemblée générale de l'ONU, il avait réitéré cela. Il avait énuméré un certain nombre de choses qui ont poussé les forces spéciales de s'emparer du pouvoir. C'est notamment ça, oui, vous pouvez. Voilà, bon, vous me laissez on est bien d'accord là-dessus. On n'est pas d'accord. Allez-y, monsieur. Justement, laissez-moi parler. Oui, allez-y. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont dit dans leur communication? Ce que vous dites là, je suis parfaitement d'accord. Il a dit ça quand? Après 2 ans. Ça peut être une raison inavouée, un argument, comme on peut dire, un alibi, c'est le mot. Oui. Mais ce qu'il nous a dit, la déclaration officielle de la prise de pouvoir, il a parlé de quoi? De la gestion opaque. Il a parlé de la politisation à outrance, il a parlé de la justice sous la botte de l'exécutif, il a parlé de militantisme, je ne sais pas, politique qui domine l'administration, il a parlé de la démoralisation de la gestion des affaires publiques. Donc, quand on évoque des choses de ce genre, ça veut dire que la finalité, les objectifs, c'est sur cela. Donc, quand la transition vient, c'est de mener la lutte d'abord contre l'impunité. Et après cela, on part maintenant du retour à l'ordre constitutionnel. Parce qu'on n'a pas fait le coup d'État juste pour le retour à l'ordre constitutionnel, ça ne sert à rien. Au Burkina, regardez, s'ils ont fait le coup d'État, c'était quoi la finalité? C'est-à-dire les objectifs. C'est parce que tout simplement, même pas simplement, le pays, le territoire est attaqué par des terroristes. Donc pour des raisons sécuritaires, ils ont pris le pouvoir. Donc vous ne pouvez pas dire à ces gens-là, allons aux élections. Non, ils ne sont pas allés aux élections parce que le président qui était là était au troisième mandat. Donc 2 ans, c'est petit. Non, mais le président qui était là n'était pas au troisième mandat. N'était pas élu de façon frauduleuse. Mais parce que ce président n'était pas capable de rétablir la sécurité sur l'étendue du territoire. Donc le coup d'État a eu lieu. Et le deuxième qui est venu, lui, il avait la tendance, c'est celui qui avait le coup d'État, Damami, hein? Damiba. Ce dernier s'est inscrit dans une dynamique, je dis que bon voilà, je ferai les élections prioritaires en laissant la sécurité. Et finalement, ce dernier a été enlevé. Celui qui est venu, il a fait de cela sa priorité. Donc c'est cela la finalité. Maintenant, la finalisation, c'est-à-dire la phase terminale, ce sont des élections forcément. Au Mali, c'est le cas. En Guinée, ici, c'est la lutte contre l'impunité qui est la priorité, qui est la finalité. La finalisation, ce sont les élections qui auront lieu, comme ça a été dit, dans le délai du chronogramme de 24 mois. Jusqu'à présent, on est en train de battre l'impunité. 2 ans. La lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité, M. Kaba, où en sommes-nous?
aujourd'hui en Guinée? Quel bilan dressez-vous pour... Ce que je peux dire, je crois que si moi, par exemple, je suis impacté, il faut le connaître. Quand le coup d'État a eu lieu, j'étais député de ce pays, j'avais des avantages à la fin du mois. Aujourd'hui, j'ai tout perdu. Mais ce n'est pas cela qui me préoccupe. C'est cela la différence entre moi et beaucoup de personnes. Je ne me bats pas pour moi, je me bats pour mon pays. Mais les gens ont la difficulté de croire à ça. Mais vous avez parce que c'est un discours d'homme politique. Non, mais jugez les gens selon les actes qu'ils posent. J'ai conquis le pouvoir avec le président Alpha. À cause de l'impunité, pendant 10 ans, je l'ai dénoncé. Je pouvais être... Monsieur Kabassa, ça ne peut être aucunement un programme. Le programme, c'est ce que vous offrez aux populations. Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? C'est ça un programme. Vous ne pouvez pas dire que parce que j'ai conquis le pouvoir avec Alpha Condé, aujourd'hui, moi, j'ai combattu Alpha Condé malgré qu'il était au pouvoir, ça peut être un programme, monsieur Kaba, quand même. Si vous voulez, je voudrais répondre d'abord à cette question. Si vous voulez, le programme politique, vous pouvez m'inviter sur ça, je peux l'étaler. Ou si vous voulez, après vous avoir répondu cette question, vous pouvez revenir sur le programme. On va prendre un vendredi de développement, vous viendrez nous expliquer. Même tout de suite, là, je suis capable de le faire. Mais cependant, la question qu'on nous pose, ça n'a rien à voir avec le programme. C'est de quoi ça se dit. Le président, si moi j'ai eu le courage de ne pas m'associer, je peux être conformiste, avoir ma part sous Alpha, mais je ne l'ai pas fait. Si aujourd'hui le président Doumbouya est venu, j'ai été, pour ne pas dire le seul, le premier à dénoncer le coup d'État. Et à chaque fois que nous avons rencontré les autorités, je l'ai fait. Mais aujourd'hui, vous l'appréciez? Oui. Pourquoi? Voilà. Justement, pourquoi? Allez-y. C'est parce qu'au début, je vais vous dire, je l'ai dit, devant tous les ministres et des premiers ministres, tout le monde était là, toutes les coalitions y étaient. Une anecdote. C'est Badara Koné d'abord qui a pris la parole au nom de sa coalition, la coalition où il était avec Faya, ou je ne sais plus maintenant s'il est avec eux. Il a dit, nous vraiment vous avez fait le courtage, c'est très bien, nous vous soutenons tout ça. Après, le président d'Alain est venu, ce dernier a dit, ah non, vous nous avez libérés, on est avec vous, on est à votre disposition. Et ainsi, au nom de ma coalition, je suis venu. J'ai dit devant tout ce monde, les diplomates, tout était. Je dis, si on veut vous faire croire que c'est toute la Guinée qui a soutenu le coup d'État, je vous dis que nous sommes de cette majorité silencieuse qui n'est pas d'accord avec vous, qui pense que ce que vous avez fait, vous n'avez pas bien fait. Nous dénonçons ce que vous avez fait, la prise de pouvoir par la méthode canonnière. Cependant, la lutte contre l'impunité que vous avez engagée, nous approuvons, pour répondre à votre question. Pourquoi? Parce que je viens de vous dire, si j'ai abandonné le président Alpha, que j'ai servi, que j'ai aimé loyalement, que j'ai servi loyalement. De l'autre côté, parce que l'impunité était totale. Si aujourd'hui on a une équipe qui s'est inscrite dans la dynamique, les dossiers que je mettais en place public se retrouvent aujourd'hui à la grève. En toute objectivité, pourquoi ne pas les soutenir? Si c'est vrai, c'était pour la lutte contre l'impunité qui est abandonné pour le président Alpha. Donc c'est ma façon de dire. Vous avez pris la parole. Non, mais je n'ai pas fini. Vous avez pris la parole à la tribune. J'aimerais bien qu'on se comprenne aujourd'hui. Vous avez bien pris la parole ce jour devant la tribune. De l'autre côté, vous avez dit que vous étiez député. La même chose qui a émise Alpha Condé, c'est la même chose qui vous est arrivée, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que de ce côté, quand vous avez pris la parole, ce n'était pas aussi de défendre votre intérêt, parce que vous avez condamné le coup d'État sérieux? Oui, c'était le député déchu de ses fonctions. Voilà. Est-ce que ça, là, ne pose pas le débat, selon vous? Vous savez, les gens sont toujours... ils cherchent des petites bêtes. Ils trouvent toujours les virgules mal placées. Les alibis, les prétextes, ou je ne sais pas, le bouc émissaire, juste pour annihiler les efforts des individus. Aucun de vous n'était content de ce coup de temps, M. Kaba. Tous les députés. Pardon? Aucun député de la 9e législature n'était content de ce coup de putsch. Je suis d'accord là-dessus. Je ne sais pas par après qu'est-ce qui a changé, mais il faut qu'on soit d'accord sur cette question. Non, mais attendez. M. Kaba, c'est ça. Aucun démocrate, en principe, aucun démocrate, j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit au président d'aller, il était là-bas? Je dis aucun démocrate. Quand j'ai dénoncé que nous sommes, j'ai ajouté, je dis aucun démocrate ne peut faire l'apologie d'un coup d'État. Par principe, oui. Oui, mais justement, donc, les députés, il ne faut pas voir toujours à cause de leur intérêt. Bien, sinon, mais il y a jusqu'à présent, il y a des députés encore qui continuent à dénoncer, j'en connais. On va aller avec cette question. Mais aujourd'hui, moi je les félicite parce qu'ils sont en train de lutter contre. Je suis cohérent et en harmonie avec ma conscience. Monsieur Kaba, on va aller avec cette question d'un auditeur qui dit que vous auriez demandé à l'époque un poste à Alpha Condé qu'il n'a pas voulu accepter. Ce qui a été votre point de discorde avec le président. Archi faux. Aucune preuve. Il ne peut pas l'étaler. Je vous ai cité des personnes qui sont en vie là.
Allez les demander. Ce sont des cadres qui étaient autour du président Alpha. Je vous ai parlé au moins de 2 personnes. Oui. Docteur Yané, si vous avez accès à lui, il m'a reçu à la présidence. Il m'a reçu au ministère des Affaires étrangères. Avec des choses, de la même manière, le président me demande, Baïdi Haribo, qui est mon frère, qui est mon ami à moi, il faut le demander. Quand le président, docteur Yané m'a dit que le président veut que tu viennes, tu quittes dans cette lutte-là et venir maintenant autour de lui. Vous vous rappelez, j'ai animé ce qu'on appelle le mouvement Tout sauf Alpha. Oui. J'étais le coordinateur. J'ai créé avec Baïdi Haribo. Quand la proposition m'a été faite, j'ai dit à Baïdi, le président m'a dit de venir là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, attends, je vais parler avec le président, tout ça. Il est parlé avec le président, dit que non, laisse-le introduire le docteur Yannick. Je ne suis pas allé. Alors, en quelque sorte. Moi, j'ai tellement de choses. Finalement, Baïdi est parti. Non, mais oui, il est allé après sous cette transition. Ah, ok, vous voulez, il a rejoint. Oui, c'était sa conviction, lui, il est allé. Mais moi, je ne suis pas allé. Je peux vous citer encore d'autres personnes. Parce que vous ne vous êtes pas compris. Je vous cite. Et au nom de cette conviction qui vous non, je vous cite encore une autre personne qui est là, qui est plus accessible. Je termine là. Big up. Big up, oui. Il est actuellement en France, mais il y a son protocole. La personne avec qui il était régulièrement, il s'appelle Guissé. Il est actuellement, je crois, l'inspecteur général adjoint du ministère du Commerce. Allez lui demander, il est accessible. C'est pas le même Guissé que le Conseil des Guinéens des chargeurs. Ce n'est pas le même Guissé. Non. On ne parle pas du même Guissé. Vous le demandez, il vous dira. J'ai eu des propositions. Ou bien même, je peux vous demander, vous connaissez Sekou, cher, comment on appelle, Ahmed Sekou Traoré. Le cours là qui était le sous-préfet de Kassa. Oui. Vous le connaissez? Oui. Alors, il m'a appelé une fois. Il dit qu'il était en réunion aux États-Unis avec le président Alpha. Alpha le charge de venir me voir pour que je puisse les rejoindre dans une activité où on peut travailler ensemble, des choses comme ça. J'ai refusé. J'ai tellement de preuves. Bien. Je suis en harmonie avec ma conscience. C'est un fait d'armes particulièrement glorieux qu'il faut lui à ma personne. Dernière question. Ça, je vous le dis. Je défie. Je suis le seul Guinéen à avoir abandonné de s'associer à la gestion du pays parce que à cause de l'impunité, je suis le seul. Et aujourd'hui, qu'il y a deux dossiers parce qu'il on va laisser à poser la dernière question parce qu'on me signale qu'il nous reste qu'une minute. On souhaite que cette conviction ne soit pas circonstancielle. Nous sommes dans une phase transitoire. Je reviens encore une fois, M. Kaba. Au cas où, si le CNRD, sortons de ce glissement, au cas où si le CNRD n'arrive pas à respecter sa parole, quelle est votre attitude vis-à-vis du CNRD au cas où? D'abord, je viens vous dire que je crois à l'organisation des élections à date, dans le délai du chronogramme concocté avec la CEDEAO de 24 mois. Ça, je crois fermement et je ne voudrais pas m'inscrire dans la dynamique de scepticisme. Bien. De pessimisme. Oui, je crois. Ça existe en politique. Mais justement, tout dépendra de la justification. Mais à partir du moment, même ces gens-là, je vous assure, vont vous surprendre ici. Bien. C'est déjà ils organiseront les élections à date. Monsieur Mohamed et moi, j'ai ça en tête, je crois fermement, parce que le colonel, c'est un homme de parole. Monsieur Mohamed Lamine Kaba, il est le président du parti Fidèle. Fidèle, comprenez qu'il n'est pas égal à Fidèle, avec un E à la fin. Non, c'est la fidélité à la nation, fidélité aux valeurs républicaines, fidélité au peuple de Guinée. Bien, on se comprend. Honorable. Merci d'être passé dans ce studio et dans cette émission. Merci de m'avoir invité. En tout cas, ça fait plaisir d'échanger avec vous. On a eu beaucoup de réponses ce matin. Ali Badara Kila, merci. Yaya Diallo, merci. Je sais que tu as encore des questions, mais on va garder ça pour une autre session parce que la radio, c'est aussi l'heure. Merci à l'équipe technique du jour, conduite par Omar Diallo. Idiba, à la régie radio, nous ont accompagné Kande Sanko, Mamadou Diallo, à la télé à Sanso, Babako Ivogi, notre Melika Sitaoutayek, Robert Kourouma, production Alpha Taïboussila et à la réalisation notre infatigable Michel Ouamonou. On se reprend demain, même fréquence pour d'autres sujets d'actualité. D'ici là, restez en compagnie des programmes du groupe Kavi Média, le média du développement.